Et ce que j'ai dit à mon gamin, je lui ai transposé ce que me disaient ma mère et ma grand-mère, c'est dire à mon gamin, je lui ai dit, tu tournes 7 fois la molette avant de cliquer. Bienvenue à tous, vous écoutez Tic Tac Tech, le podcast qui parle de technologie et du temps qui passe, mais pas seulement. Je suis Thomas Forêt, fondateur d'une entreprise tech, une plateforme française de réseaux sociaux sécurisés, Waller. Dans ce podcast, on va parler de techno, mais on va surtout rencontrer des acteurs de cette technologie qui pensent le monde à leur façon. Loin des sujets rabattus en permanence, nous nous attacherons à ceux qui pensent différemment. Ceux qui s'interrogent sur la transformation des usages, mais aussi plus profondément sur la transformation de nos sociétés par cette technologie. Faisons une pause, prenons le temps pour discuter, échanger, s'interroger sur les conséquences de la technologie, ses réels enjeux, ses finalités, ses besoins et même ses limites. Tic Tac Tech va vous plonger dans un univers tech encore parallèle avec des acteurs de tous les secteurs pour vous expliquer comment et pourquoi ils travaillent quotidiennement à faire valoir notre technologie souveraine. Lors de chaque épisode de Tic Tac Tech, nous recevons des invités pour parler d'une thématique liée à la technologie. Nous traitons de tous les sujets, que ce soit des sujets économiques, politiques ou n'importe quel autre sujet, via le prisme de la technologie. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, pour cet épisode de Tic Tac Tech, je reçois aujourd'hui deux Cyril. Cyril Elsen et Cyril Bras, qui sont tous les deux très impliqués, comme vous allez le voir, dans un domaine qui vous intéressera, la cybersécurité. Bonjour Cyril Elsen. Bonjour Thomas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots, actuellement, je suis DSI de la startup Serenicity, qui est spécialisée dans la conception des matériels et des logiciels en cybersécurité. J'anime le GT Cyber, le groupe de travail cyber au sein du cluster Eden, les entreprises de défense à l'Europe. Mon parcours, rapidement, donc moi j'ai un diplôme d'ingénieur télécom, transmission et cryptanalyse en fait, de l'INT. J'ai débuté ma carrière dans les réseaux sous-marins chez Alcatel, il y a de ça très longtemps, d'ailleurs ça ne nous rajeunit pas. Puis après j'ai essentiellement fait ma carrière au sein d'un groupe de grande distribution où j'ai été responsable réseau et télécom, puis responsable sécurité, et enfin j'ai terminé DSI de ce groupe, c'est le groupe Casino. Depuis 2020, je suis DSI chez Serenicity. Entendu, tu nous parleras de Serenicity tout à l'heure. Cyril Bras, est-ce que tu peux te présenter ? Moi, je te connais bien, évidemment, mais nos auditeurs ne te connaissent pas forcément tous. Voilà, si tu peux te présenter en quelques minutes. Bien sûr. Alors, je suis le nouveau directeur cybersécurité de Waller depuis 3 mois maintenant. Avant cela, j'étais le RSSI de la métropole de la ville et du CCAS de Grenoble, fonction que j'ai occupée pendant 4 ans. Je suis également vice-président de l'Institut national pour la cybersécurité et la résilience des territoires et officier de réserve citoyenne à la gendarmerie. En termes de parcours, donc moi aussi j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique. J'ai eu un parcours uniquement dans l'IT, plutôt dans la fonction publique en fait, puisque j'ai travaillé chez Orange, pour la chambre de commerce de Nîmes et pour le CNRS où j'ai été responsable informatique pendant une bonne 15aine d'années. Là, aujourd'hui, je suis quand même face à deux personnes qui trempent dans le milieu de l'IT, dans le milieu de la cyber depuis toujours. Et c'est la question que j'ai, Cyril Bras. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi t'es tombé dedans, entre guillemets ? C'est venu naturellement en fait au fur et à mesure de mes expériences professionnelles. Alors, on parle du début 2000 où la cybersécurité n'avait pas la part qu'elle avait actuellement. Néanmoins, on commençait à avoir des firewalls, des outils de sécurité à configurer, à paramétrer, et moi ça m'a tout de suite séduit, on va dire, plus que l'administration standard d'un réseau ou autre. Et j'ai décidé de monter en compétence sur ce sujet-là, petit à petit, soit au travers de mes expériences professionnelles, soit au travers de formations. J'ai suivi une première formation à l'INESJ, enfin feu l'INESJ, à l'école militaire à Paris, sur ce sujet-là de cybersécurité. En fait, au bout d'un certain temps, je me suis dit non, il faut vraiment que je bosse que là-dedans. D'où mon arrivée à la métropole de Grenoble en tant que RSSI, puisque je voulais vraiment avoir une fonction où je faisais que de la cyber.
Alors, tu vas nous en parler. Cyril Elsen, est-ce que tu peux nous dire, depuis tes études, en réalité, qu'est-ce qui t'a intéressé, voire passionné dans ce milieu, et qu'est-ce qui fait que tu y es encore et que tu t'y consacres? Alors, sur les bancs de l'école, moi j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient des sommités sur le sujet, et au-delà de leur savoir-faire, c'est de transmettre en fait leur passion. J'ai commencé en fait dans les réseaux et télécoms, parce qu'à l'époque, à la fin des années 90, la sécurité informatique, ça existait quasiment pas du tout. En tout cas, c'était pas perçu comme ça dans les DSI. C'était, comme le disait Cyril, la personne qui est en charge de l'antivirus quand il y en a un. Donc, j'ai fait des réseaux télécoms, puis on s'aperçoit que dans les réseaux télécoms, quand on a des incidents réseau, tout le reste, c'est lié à des anomalies de fonctionnement. Et ces anomalies sont souvent liées à des problèmes de sécurité. Donc, j'ai jamais perdu la sécurité de vue. Quand j'étais chez Alcatel, on a été sensibilisé quand même, par contre, tout ce qui est écoute étatique sur les câbles. Donc là, dès le départ, je me suis dit, il faut qu'on produise des dispositifs avec le chiffrement de bout en bout. Alors, je parle de la fin des années 90. Alors, pour ceux qui ont connu, c'était quand on passait pour des extraterrestres, quand on disait, mais non, il faut chiffrer de bout en bout, parce que, voilà, pour garder le secret. Voilà, ça a toujours été une passion. On aime bien ouvrir les serrures, on aime bien ouvrir les cadenas, on aime bien ouvrir en fait les systèmes informatiques, et puis on aime bien se protéger. Et puis moi j'ai toujours eu envie de protéger, le savoir-faire, la vie privée. Alors on en parle de plus en plus avec les réseaux sociaux depuis, on va dire, une quinzaine ou une vingtaine d'années, mais bien en amont, j'ai dit voilà, il faut qu'on ait les éléments pour pouvoir se protéger et pour pouvoir avoir le choix, parce que même à l'époque, on avait des choix imposés de tel ou tel constructeur, de tel ou tel éditeur. Donc moi, c'est pareil, au début des années 90, quand j'ai dit un truc qui s'appelle Linux, c'est vachement bien, on m'a dit, mais attends, t'es fou, tout le monde va sur Windows, le reste, c'est pour un truc d'étudiant, quoi, ça marchera jamais, ça sert à rien, c'est du gadget, quoi. Oui, aujourd'hui, quantité de serveurs tournent sous Linux, et même Microsoft contribue à Linux, donc c'est vrai que les temps ont un peu changé. Oui, donc vraiment, t'es tombé dedans, clairement, t'es tombé dans la marmite rapidement, et c'est intéressant, hein, ce que tu dis, c'est grâce aussi à la capacité de transmission de leur passion, de certains profs, et ça, c'est vraiment un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est le fait de pouvoir, enfin voilà, on a tous eu des profs géniaux, et ça nous a évidemment forgé à ce que nous sommes devenus adultes. Alors, je voudrais revenir sur un sujet, et ne pas plonger immédiatement dans le sujet de la cybersécurité. Pour commencer cette discussion, je voudrais que nous parlions de ce sujet de la souveraineté numérique. Et ce que j'aimerais, c'est que vous me livriez un peu votre vision des choses, et surtout l'articulation qui existe entre ce sujet de la souveraineté numérique qu'on va essayer de définir d'abord en quelques mots, et puis la cybersécurité. Alors Cyril Bras, est-ce que tu peux nous donner ta définition de la souveraineté numérique ? Alors la souveraineté numérique, de toute façon, elle n'est pas très différente de la souveraineté des États. C'est plutôt une fonction d'État à la base. Hein. C'est les États qui sont garants de la souveraineté et pas chacun à titre individuel. Néanmoins, cette appellation, elle a été un peu, elle a dépassé le cadre puisque tout le monde l'emploie un petit peu à tort et à travers. Moi, ma vision, c'est de se dire qu'il est temps, en fait, qu'on réalise l'appauvrissement technologique qu'on va subir si on se laisse entre guillemets marcher sur les pieds par tous les opérateurs de extra-européens, hein, les GAFAM mais pas que, sur ce sujet-là. Donc il est essentiel qu'on arrive à faire émerger un modèle européen pour pouvoir garantir la maîtrise de nos données, et deux, la présence de compétences sur ce sujet-là, parce qu'en fait petit à petit, qu'est-ce qui va se passer si on exporte cette compétence de gestion des données vers l'extérieur? C'est que, il y aura plus de profil, il y aura plus de postes en Europe ou en France, et la compétence partira et on sera totalement dépendant de puissances étrangères sur le côté numérique. Donc pour toi, la souveraineté numérique, c'est d'abord une capacité d'autonomie des États. Cyril Elsen, est-ce qu'en 2 mots, tu pourrais nous donner ta définition de la souveraineté numérique ? 2 mots, donc indépendance et autonomie. Donc Cyril en a cité la moitié. Indépendance, de façon à ce qu'on puisse avoir toujours le choix et qu'on puisse être, je dirais, maître à la maison, si je peux parler comme ça. Alors la souveraineté, c'est vrai que c'est un pouvoir des États. Il est souvent galvaudé sur le terme du numérique, ce terme. Donc c'est un État qui va dire je veux pouvoir
faire les choses moi-même sans être dépendant de Pierre-Paul Jacques, et au-delà de ça, de pouvoir maîtriser le cycle de vie de ma donnée de bout en bout, c'est-à-dire de sa naissance, c'est-à-dire l'inscription de la donnée dans mon système, de son évolution, la donnée peut évoluer, jusqu'à sa mort, c'est-à-dire sa suppression et sa suppression définitive. Alors, moi, une partie souveraineté, je vais m'attarder sur le dernier point. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a perdu un droit fondamental qui est le droit à l'oubli. La touche supprimée de votre clavier, en fait, elle marche pas, hein. Ça disparaît, mais ça n'est pas supprimé. C'est un vrai sujet, ça, parce que quand on veut faire supprimer une information, c'est de la confiance utilisateur. Vis-à-vis des utilisateurs, il faut qu'on ait tous les broyeurs numériques nous permettant de garantir que l'info est vraiment supprimée. Est-ce que c'est un enjeu qui est réaliste sur Internet, qui par définition est global et mondial? Alors réaliste, oui. Enfin, je suis contre la panurgie numérique. Hein. C'est pas parce qu'ils ont sauté tous de la falaise. Hein. Dans les années 90, on m'a dit Linux, ça sert à rien, c'est pour les étudiants, c'est un gadget. Ok, je me suis acharné sur le sujet. Il s'avère que 25 ans après, Linux, c'est pas forcément un gadget. Et comme tu l'as dit, Thomas, il y en a même des grands de ce monde qui se penchent dessus. Non, la panurgie numérique, c'est une catastrophe. Il y en a un qui a décidé qu'on allait avoir un truc avec des icônes et il y avait qu'un seul constructeur qui le faisait, enfin un seul éditeur, au demeurant très compétent, tout ce qu'on veut, hein, c'est pas le sujet. Mais je dis, mais pourquoi ? Pourquoi on a une approche verticale, c'est-à-dire on se fait embrigader dans un truc qui est peut-être très très bien, mais moi je veux toujours pouvoir avoir le choix. Et en fait, ce qu'il faut, c'est prendre des décisions aujourd'hui qui nous permettent d'avoir le choix demain. Cyril Brun. Oui, en fait, pour compléter, quelque chose qui illustre bien ce que vient de dire Cyril, c'est par exemple le Gartner, qui est un outil, un référentiel des solutions numériques que tout le monde suit aveuglément en se disant c'est génial, c'est bon, on prend pas de risque à faire ça. Sauf que il y a une notion d'intelligence économique derrière. Qui produit le Gartner? C'est pas européen, donc il y a aucun intérêt à promouvoir les solutions européennes plutôt que des solutions américaines. Et à ma connaissance, il n'a pas d'équivalent à l'échelle européenne pour nuancer un peu le poids qu'il peut avoir dans les décisions qui sont faites par les DSI notamment. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Cyril Elsen, concernant le mot galvaudé de souveraineté numérique. Alors c'est vrai, aujourd'hui on l'emploie énormément, et je pense que on a même vu, c'est maintenant le mot souveraineté numérique fait partie du titre du numéro 2 du gouvernement, puisque Bruno Le Maire, entre autres, est le ministre de la souveraineté industrielle et numérique. Quelque part, c'est vrai que je m'en réjouis beaucoup, parce que pendant très longtemps, ce mot souveraineté, ne serait-ce que souveraineté et souveraineté numérique, c'était quand même un gros mot. On n'avait pas le droit de le prononcer, on nous taxait de protectionnistes, qui est un mot strictement interdit en Europe. Donc c'est vrai que c'est arrivé dans le débat public, mais j'entrevois comme toi aussi le risque d'en faire un mot valise, un mot fourre-tout. On a eu la présidence française à l'Union européenne, sa thématique c'était la souveraineté européenne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui souveraineté, on ne sait plus tellement ce que ça veut dire. Moi j'essaye de réfléchir à la sémantique, parce que ça nous aide évidemment à beaucoup comprendre les enjeux actuels, et je vois un vrai dilemme entre la souveraineté nationale, puisque vous l'avez dit, c'est porté par un État, et c'est quelque chose de la souveraineté qui par définition ne se partage pas, et la souveraineté européenne. Et pendant ce temps, tous les autres avancent, et évidemment. Quel est le lien, selon vous, entre souveraineté et cybersécurité? Peut-être qu'on a commencé à y répondre quand on a parlé du droit à l'oubli. Cyril Elsen. Aujourd'hui, moi, ce qui me terrifie, c'est pas le Cloud Act, c'est pas le FISA, mais c'est le Patriot Act. Alors, j'ai fait volontairement 3 États, donc c'est les lois extraterritoriales. C'est grosso modo, je suis plus maître chez moi. Et encore une fois, on va parler de territoire, donc Cyril a élargi le territoire à l'Europe. Mais là, je suis plus maître chez moi dans ma maison. C'est-à-dire que si une agence ou une entreprise américaine a décidé de venir chercher mon savoir-faire sur mon ordinateur à la maison, compte tenu que j'utilise forcément une techno américaine, parce que comme tu l'as dit Thomas, malheureusement il n'y a pas trop d'autres choix, aujourd'hui en tout cas, ils peuvent venir chercher mon savoir-faire. Et sans déclaration auprès de la justice américaine, le Patriot Act, ça va loin, quoi. Je sais même pas comment on a pu accepter d'avoir un truc pareil. Donc, si la loi ne nous protège pas,
Si la technique ne nous protège pas non plus, parce que quand on utilise des technologies, on parle de portes dérobées, donc moi qui suis dans la cybersécurité et qui depuis 2 ans m'acharne à développer une solution qui justement vous permet de voir toutes les portes dérobées qu'il y a chez vous, ça fait peur tous les matins de tout ce qu'on voit. Donc il faut que techniquement on reprenne la main. Parce que juridiquement, ok, on va signer 2-3 contrats, avoir 2-3 lois, mais c'est pas ça qui va nous protéger. Ça va peut-être ralentir un peu les étudiants, mais pas ceux qui veulent nous veulent du mal. Oui, parce que ce Patriot Act, il fait en sorte aussi surtout que les utilisateurs finaux qui sont espionnés, ils seront jamais au courant, et en particulier les entreprises. Cyril Bras, le lien entre souveraineté et cyber. C'est évident, c'est ce que disait Cyril, c'est vraiment la protection, la notion de chiffrement ou autre, c'est dans l'ADN de la cybersécurité. Donc de fait, on ne peut pas avoir de souveraineté sans cybersécurité, parce qu'il n'y aura pas les outils de sécurité, les dispositifs nécessaires. Après, l'autre question qu'il faut avoir, c'est se projeter un petit peu dans le futur, et avec l'arrivée de l'informatique quantique, où à l'heure actuelle, tous les algorithmes de chiffrement, le jour où un État dispose de la souveraineté quantique, il aura accès à toutes les données, peu importe les algorithmes de chiffrement qu'on aura mis en œuvre. Oui, c'est un peu comme l'avènement du nucléaire, le premier qui a réussi à avoir la bombe atomique a réglé le conflit. Et même on pourrait faire le rapprochement avec le cassage d'Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, où les Britanniques ont cassé Enigma et ils l'ont gardé secret pendant les 50 ou 40 années suivantes. Donc ils ont pu déchiffrer tranquillement tous les messages de leurs alliés sans qu'ils le sachent. Moi, je pense qu'on en est à la même situation maintenant avec l'avènement de l'informatique quantique, où le premier qui va l'avoir peut-être n'aura pas intérêt à trop le crier sur les toits, parce que il aura un avantage certain sur tous ses concurrents. Mais à la fin, c'est des maths, donc on sait dès maintenant réfléchir à des algorithmes qui résisteraient justement au cassage quantique. Est-ce que vous connaissez un peu ces sujets? Et si oui, l'un de vous deux peut-il en parler un petit peu? Cyril Elsen, bon, moi je m'y suis intéressé alors avec toute l'humilité que je vais mettre dans mes propos sur les 2 sujets. Un, sur la partie hardware, ça nécessite des conditions environnementales en termes de température, de pression. Enfin, aujourd'hui, ça avance à grands pas. Ça n'en est pas au début, et comme l'a dit Cyril Bras, le premier qui l'aura, il va vite avoir ce que j'appelle le passe-partout universel numérique. Néanmoins, derrière le hardware, pour ceux qui peuvent s'y intéresser, parce que le hardware, aujourd'hui, on y a très peu accès, sauf à être dans une grande société qui développe le truc dans un labo. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'écrire sa première équation quantique. On parle beaucoup de l'ordinateur quantique, mais il va falloir former des gens pour faire du quantique. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études d'ingénieur. Je suis un apprenti débutant sur le quantique. Enfin, même avec 5 années d'études après le bac, le quantique, s'il y a des choses qui sont hallucinantes. Donc, il va falloir aussi préparer les gens à faire l'algorithmie quantique. Vous savez, moi, ce qui m'a effrayé un petit peu sur cette histoire de quantique, je crois que c'était il y a 2 ans, il y a des chercheurs de l'université du plateau de Saclay qui conçoivent en fait un ordinateur quantique, et qui, comme ce sont des chercheurs, publient des papiers publics, et ont publié, oui, pour déposer des brevets. Et ce brevet, vous savez par qui il a été racheté? Par Amazon. Est-ce qu'on n'est pas en train continuellement de vraiment marcher sur la tête, parce que on ne sait pas en fait protéger notre savoir-faire, il fuit en permanence? Alors une chose, le quantique c'est très loin, mais par contre ce que tu viens de dire Thomas, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui. Et on a déjà offert nos données à l'Ouest. On a offert les données à l'Ouest. On est en train de transférer le savoir-faire à l'Est parce qu'on entraîne les moteurs d'intelligence artificielle qui sont soi-disant gratuits. Et il va nous rester quoi en Europe? Donc il faut être prudent aussi dans le fait d'utiliser des moteurs vite faits. Alors dans le cloud, c'est bien ce que je dis, mais en abuser ça craint, pour reprendre un slogan. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'utilise une puissance machine, certes, qui est quasiment gratuite, parce que par rapport à ce que je lui transmets comme savoir-faire, c'est grosso modo, je me fais prendre pour et là je perds ma souveraineté, parce que une fois que j'aurai plus accès à mes données, en tout cas j'aurai plus la maîtrise de mes données, et j'aurai transféré mon savoir-faire, et en France il nous restera la pêche et l'agriculture. Alors c'est de passion très bien, mais ça va pas, enfin voilà. Alors en cyber, en France, il y a des très belles boîtes, et je pense que Serenicity
en est une. On cherche souvent, enfin moi j'entends parler de nos politiques qui cherchent à se positionner sur l'innovation. Effectivement, ces mots d'intelligence artificielle, de blockchain et d'informatique reviennent souvent, mais moi je retiendrai plutôt la cyber parce qu'effectivement on a de très belles boîtes. Est-ce qu'en 2 secondes, est-ce que tu peux nous dire, Cyril Elsen, un peu ce que ton entreprise fait et pourquoi vous êtes excellent? Alors merci, excellent. On va rester quand même humble. Là, on est. C'est mon directeur de la cybersécurité qui me l'a dit. Donc, je sais pas s'il est très objectif, mais en tout cas, il est très gentil. Ce qu'on fait dans la cybersécurité, il y a 2 points d'attaque. C'est soit j'attaque le poste de travail, c'est-à-dire j'attaque l'émetteur ou le récepteur du flux, ou soit j'attaque le moyen de communication, c'est-à-dire la transmission. Grosso modo, est-ce que je suis sur le poste de travail, le serveur, ou est-ce que je fais une attaque par le réseau? Donc, une fois qu'on a ces 2 points, il y en a qui travaillent sur les postes finaux, donc on appelle ça les endpoints en anglais, et nous, on travaille sur la partie réseau, sur la partie flux, donc c'est la partie NDR, et la conjugaison des deux fait que normalement, on a resserré suffisamment les mailles du filet pour être tranquille un certain temps, sachant que notre rôle, et on fait qu'une seule fonction, je dis je veux un produit simple, je veux qu'une seule fonction, il me bloque les flux toxiques. Voilà, j'ai des flux toxiques, j'en veux pas. Ça me pollue les réseaux, ça me prend de la bande passante, ça gaspille de l'énergie et ça ne crée pas de chiffre d'affaires. Pire, ça détruit la valeur dans l'entreprise parce qu'on est obligé de payer des RSSI à gérer du n'importe quoi parce que tout le monde clique sur n'importe quoi sans réfléchir. Donc voilà, nous ce qu'on a essayé de faire, c'est on n'est pas sur les EDR, on est sur le NDR, on est sur la partie flux et la conjugaison des deux fait que normalement on s'en sort pas trop mal. Et alors ça ressemble à quoi les produits que vous avez ou le produit phare que vous avez? Alors, c'est comme tout produit informatique, c'est une boîte, on va dire, un parallépipède. Oui, donc c'est une box en fait. Non, mais c'est pour que les auditeurs comprennent bien. C'est pas un logiciel qu'on installe sur les ordis, ou sur les serveurs, c'est une box. Alors, on a 2 solutions. On a la solution matérielle et on a bien sûr le logiciel. L'objectif étant, encore une fois, de pouvoir maîtriser de bout en bout la chaîne. Donc, pour le moment, on maîtrise le logiciel, on maîtrise le système d'exploitation. On est en train de travailler sur faire nous-mêmes le matériel, c'est-à-dire l'électronique de nos sondes. Donc ça, on nous a pris pour des fous, bien sûr, parce que normalement l'électronique, si on suit tous les influenceurs, on a cité certains noms tout à l'heure, il faut le faire à l'autre bout du monde. Non, on va essayer de le faire, on va essayer de le faire en France, et on est bien parti pour y arriver, de façon à maîtriser également l'électronique, donc, et le BIOS et l'OS. Oui, donc c'est en fait non, c'est ultra cohérent. C'est-à-dire que si vous vous positionnez comme solution cyber et souveraine, oui, faut maîtriser l'ensemble de la chaîne. Cyril Bras, tu voulais réagir? Non, mais c'était complété en fait parce que il y a une partie qu'il faut pas occulter dans la cybersécurité, c'est le côté sémantique en fait, qui n'est pas technique, qui n'est pas qui va utiliser le réseau ou le poste de travail comme vecteur, mais le point d'entrée initial, c'est le cerveau humain. C'est-à-dire qu'on peut faire à un humain des actions qui peuvent paraître légitimes à tous les outils de sécurité. C'est-à-dire, je vais inviter un utilisateur à aller télécharger un fichier qui serait stocké chez Google Drive ou OneDrive ou peu importe, enfin une solution légitime. Et là, ça devient un peu plus compliqué de techniquement détecter ça. Alors quand on est directeur de la cybersécurité, c'est comme ça qu'on a appelé ce titre chez Waller, quand on t'a embauché en novembre dernier. Quand on est directeur de la cybersécurité, c'est quoi les tâches au quotidien? Est-ce que tu peux nous présenter un peu le métier de façon simple? C'est quoi la mission? La mission, je dirais le premier, pour faire la suite de ce que je disais maintenant, c'est sensibiliser, acculturer vraiment l'ensemble du personnel pour que tout le monde ait un socle minimal de connaissances et sache quel est son rôle dans la protection de l'information dans l'entreprise. Donc d'abord, en fait, le directeur de la cyber, c'est quelqu'un qui est pédagogue. Il faut, c'est indispensable, qu'il sache vulgariser le sujet parce qu'à la base, il n'est pas accessible à tout le monde, il paraît compliqué pour beaucoup. Et il n'est pas passionnant pour la plupart des gens, si ce n'est si on leur explique pas et qu'on leur montre pas qu'ils ont vraiment un rôle à jouer. On n'est plus dans une période où la cyber c'est simplement l'affaire de la DSI ou l'affaire du côté technique, c'est l'affaire de tout le monde. Oui, et on entend souvent dire aussi, c'est un peu l'a priori que j'avais avant de te recruter, qu'un DSSI ou un directeur de la cyber, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les procédures, beaucoup dans le réglementaire. Est-ce que c'est la réalité ?
Bah, évidemment, c'est la suite en fait. Ok, une fois qu'on a mis tout le monde à niveau d'un point de vue détection de la menace ou connaissance de la menace, il y a une grosse partie réglementaire parce que oui, la SSI, elle est conditionnée par si on veut protéger la donnée personnelle, le RGPD, par tout un tas de règles. Alors après, ça dépend de la sensibilité de l'entité dans laquelle on est, mais on peut très bien être un opérateur d'importance vitale, et à ce moment-là, il y a tout un panel réglementaire qui s'applique. On peut être une collectivité territoriale où on va rajouter le référentiel général de sécurité. Bref, oui, il y a une nécessité de connaître les règlements qui s'appliquent pour bien faire le métier. Ouais. Et pour autant, il y a aussi des compétences techniques importantes à avoir. Moi, c'est ça que j'ai apprécié en te recrutant. C'est aussi, on a encore affaire chez Waller un directeur de la cyber qui met les mains dans le cambouis. C'est quand même un métier à 5 pattes, hein. Un petit peu, mais moi ça me paraît logique. En fait, on peut pas bien maîtriser le sujet cyber si techniquement on comprend rien en fait. Même si ça évolue très vite, ou alors on va faire ce que j'ai tendance à appeler la cybersécurité de salon. Hein. C'est-à-dire que ok, d'un point de vue conformité, on est tout bon, on a une PSSI, on a tout ça, mais on n'est pas capable d'aller vérifier si concrètement les mesures qui sont mises en œuvre sont correctes. Cyril Elsen, toi qui as été DSI, pas DSSI si j'ai bien compris, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette évolution du métier de la sécurité des systèmes informatiques au sein des grands groupes et au sein des administrations aussi? Alors, j'ai été DSSI avant d'être DSI, ce qui est un parcours un peu atypique, parce que en 2017, quand j'ai pris mes fonctions, bon, c'était assez novateur qu'un RSSI, un gars de la sécurité devienne DSI. Et pour compléter ce que dit Cyril Bras, c'est effectivement un métier multi-compétences. Il faut le savoir-faire et il faut le savoir-être. Parce que celui qui dit non, c'est celui qui se fait éjecter par les utilisateurs. Il faut savoir dire oui, mais comment? Donc, la notion de pédagogie. On a l'impression que le DSSI, c'est celui finalement qui est là pour embêter les gens, parce que c'est lui qui dit bah non, vous utilisiez tel système, c'était bien pratique, mais maintenant ça va être fini. Vous n'aurez plus le droit de vous connecter à tous les sites que vous voulez. Vous n'aurez plus le droit d'installer n'importe quelle application sur votre ordinateur. Vous serez obligé de mettre un code à 12 chiffres sur votre téléphone portable professionnel. Enfin, je ne parle que d'exemples récemment entendus. Hein. Donc c'est quand même forcément, à mon sens, hein, quelqu'un qui doit être sympa, quoi, pour détendre un peu. Le rôle du DSSI, il est là pour aider à la création de valeur et surtout s'assurer que cette création de valeur, elle soit encore possible le lendemain. C'est ce que moi j'ai toujours dit, même en étant DSI, c'est-à-dire on va dire mais tu vas virer QT, c'est-à-dire le RSSI, bah tu te cognais avec ton DSI parce que là pour le coup j'avais la chance d'un DSI qui voulait absolument pas en entendre parler, si je peux parler comme ça. Enfin en tout cas on était donc je lui ai dit bon on va pas se battre, hein, moi je vais faire autre chose. Bon c'est lui qui a décidé de faire autre chose, ça c'est voilà la fin de l'histoire. À partir de là, non on est là une fois. Le responsable sécurité il est pas là pour dire non, il est là pour dire voilà on crée de la valeur ensemble, on est dans un contexte législatif, contexte de guerre, on en parlera tout à l'heure. Il n'y a pas que des gens qui nous veulent du bien, hein. Les bisounours, c'est que à la télé. Donc, il faut qu'on soit à l'état de l'art, réglementaire et technique, et on ait l'intelligence de situation pour éviter de cliquer sur tout ce qui bouge. Moi, ce que je dis, et ce que j'ai dit à mon gamin, je l'ai transposé ce que me disaient ma mère et ma grand-mère, c'est dire à mon gamin, je lui ai dit, tu tournes 7 fois la molette avant de cliquer. Voilà, c'est aujourd'hui la difficulté de la malice informatique. Les attaques par malice informatique, c'est deux choses. Il y a la cyber sur le plan technique où on utilise des failles, on utilise des chemins de compromission. Mais après, comme le disait Cyril Bras, il y a le mindset. C'est-à-dire que quand je reçois un email me demandant mes coordonnées bancaires, très poliment, hein, avec des belles couleurs et tout, pourquoi les gens, 90% des gens les donnent? Enfin, c'est un truc de fou. Oui, parce qu'on leur a jamais expliqué ou sensibilisé, voilà. Et puis ceci en permanence aussi. Mais au-delà de sensibiliser, c'est la difficulté. Moi, si je viens te voir dans la rue, je dis bonjour Thomas, on se connaît pas. Merci de me donner ta carte bleue. Comme ça, je vais pouvoir créditer parce que t'as une belle tête, quoi. Donc, je vais te donner de l'argent. Tu vas faire 2 pas en arrière et puis tu vas dire mais c'est qui ce gars? Sauf que si je le fais par mail, ça marche très très bien. Et pourquoi? J'en sais rien du tout. Les psychologues pourront nous l'expliquer. Mais grosso modo, tout ce qui est sur un écran, a priori, c'est parole d'évangile, donc on clique.
Ouais, c'est vrai. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu as dit, et je voudrais faire réagir Cyril Bras sur ce sujet, c'est la création de valeur. Aujourd'hui, la cyber, effectivement, chez Waller en particulier, nous, on n'est pas une entreprise de cybersécurité, on produit des systèmes de communication et de collaboration, mais on considère que sécuriser encore mieux les données de nos clients et de façon clairement le plus absolue possible, c'est un argument clé commercial. Alors qu'il y a quelques années, on nous disait non, mais ça c'est un must-have, ou alors à la limite c'est le socle nécessaire. Aujourd'hui, la création de valeur par la cyber, elle me paraît effectivement un renversement d'état d'esprit. Cyril Bras, tu voulais réagir tout à l'heure. Ouais, je voulais juste compléter sur le monsieur non. C'est sûr que pendant très longtemps, la fonction SSI, c'était monsieur non. Comme tu l'as dit, Cyril, Elsen, c'est vraiment monsieur non, mais on va trouver une solution. Après, il y a quand même un socle minimal à acquérir, c'est-à-dire que on peut pas être totalement naïf. Et tu l'as très bien dit. Moi, c'est vraiment un exemple que j'utilise transposé à la vie réelle pour comparer et tout de suite se rendre compte que dans la vie réelle, on le ferait pas. Mais vraiment imposer une culture minimale, c'est-à-dire qu'il y a bien un moment quand même, il va falloir dire non. Oui, non, on peut pas avoir un mot de passe qui fait moins de 12 caractères, c'est pas possible, parce qu'à l'heure actuelle, les outils qui permettent de craquer les mots de passe permettent de deviner un mot de passe inférieur à 12 caractères en un temps humain acceptable. Donc c'est tout ça qui fait que il y a quand même un minimal sur lequel on ne peut pas revenir, ça c'est certain. Après, faut voir qu'est-ce qui se passe quand il y a une cyberattaque qui survient. L'impact sur l'image, pour une entreprise, pour une collectivité, peu importe, il est énorme. Si quelque part on est, comme nous, fournisseurs d'une solution numérique, on peut pas se permettre en fait d'avoir un incident de sécurité, même si l'incident il est inévitable. Enfin, le système sûr à 100%, il n'existe pas. Il faut avoir conscience que quand un incident survient, ça a un impact sur l'image et que si on a mis en face les briques qu'il faut pour se protéger convenablement, on ne nous le reprochera pas. On dira, ok, vous aviez bien un château fort, oui, les murailles faisaient 12 mètres de haut, bah pas de bol, le canon il tirait à 24 mètres, donc c'est passé. Mais vous aviez fait tout ce qui se faisait à l'état de l'art. Et c'est ça qui est important, c'est être à l'état de l'art, pour qu'on puisse pas nous reprocher d'avoir rien fait. Et ceux qui se disent, la cyber, c'est secondaire, ceux-là, ils perdront toute crédibilité en fait. C'est-à-dire qu'après, les clients potentiels n'auront aucune confiance dans leur solution. Ils se diront, chez eux, ils font fi de la sécurité. Sur les serrures, enfin, sur les portes, il n'y a pas de serrure. Peut-être on va mettre nos données ailleurs. Alors, on parlait des cyberattaques. Est-ce que vous auriez quelques chiffres à nous donner sur l'état du monde? Parce qu'on a vu que ça s'est quand même accéléré considérablement. En termes de résultats, en tout cas, on peut dire que pour ce qui a été observé, c'est un rapport qui a été publié par Cybermalveillance ou l'ANSSI, je ne sais plus où les deux, qui disait que 80% des entreprises françaises victimes de cyberattaques, des PME, mettent la clé sous la porte. Donc ça, c'est le premier constat. C'est se dire, voilà, une cyberattaque peut tuer une entreprise. On en est là à l'heure actuelle. Sur la proportion, il y en a beaucoup qui frappent les entreprises, les collectivités. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a personne n'est à l'abri d'une cyberattaque. Alors, quels sont les biais de cyberattaque qui existent de façon commune? Là, on rentre peut-être dans un mode de la conversation plus pédagogique pour nos auditeurs. Qu'est-ce qui existe comme type de cyberattaque? Cyril Elsen. Pour moi, il y a deux types. Il y a la cyberattaque qui consiste à essayer de compromettre quelqu'un, c'est-à-dire l'inciter à m'aider en fait à faire la cyberattaque. Ce que je disais tout à l'heure, je lui envoie des éléments, alors soit par courrier électronique ou je lui envoie une clé USB par la poste, ça marche très bien ça aussi, pour que voilà, il m'aide en fait à pénétrer dans son système. Donc ça, c'est la première chose, via une ingénierie X ou Y. Et je parle bien de cyberattaque, je parle pas de cyberarnaque où je vais demander du pognon et on va dire oui. Et le deuxième, c'est je vais, comme le disait Cyril Bras, je vais chercher tous les éléments structurels qui seraient pas à l'état de l'art en termes de niveau de sécurité, en termes de mot de passe, en termes de niveau de patch, de fermeture de règles techniques. Donc là, on ferme en fait les portes. Et c'est surtout si quelqu'un toque et vous parle à travers la porte, on répond pas à n'importe quoi. Donc pour moi, c'est les deux grands types et on parle bien, je dirais, du conventionnel pour le moment. Après, on parlera peut-être de la cybergarde, c'est un autre sujet.
Oui, donc en fait, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a les cyberattaquants sont quand même très doués pour imaginer des circuits, pour contourner les protections, etc. Et parfois très basiques. Là, c'est un bon exemple. Tu dis la clé USB envoyée par courrier. Bon, bah, on a beau avoir branché une box Serenicity, cette attaque-là, on ne peut pas la contrer en dehors du fait d'avoir verrouillé les ports USB, sensibiliser tous les collaborateurs à ne jamais brancher de clé USB, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi un monde qui est en tension permanente. Il y a une vraie analogie, même si on peut arriver un peu sur le sujet de la cyberguerre, parce que évidemment c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on entend dans l'actualité, c'est lié aussi au conflit ukrainien, bien sûr, mais il y a cette analogie entre un terrain de guerre et tout cet espace de cyber, Cyril Bras. Ah oui, complètement. Les concepts militaires, en fait, s'appliquent super bien. J'ai tendance à citer, et beaucoup de monde le fait. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler parce que dernièrement, j'ai assisté à une présentation où la personne utilisait les mêmes citations que moi de Sun Tzu, qui est un général chinois et qui explique vraiment, pour moi, le socle minimal qui s'applique à la cybersécurité, c'est connais-toi toi-même, connais ton ennemi. Et ça, c'est important. Ça veut dire et l'inventaire de ta structure, connais tes faiblesses. Comme ça, tu sais où est-ce qu'il faut surveiller plus. Et c'est évidemment similaire à ce qu'on peut observer dans le militaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc en fait, le DSSI, c'est clairement un stratège. Il a intérêt, ouais. D'avoir un peu de recul, parce que s'il passe sa vie, je dirais pas dans le code, mais dans les lignes de commande, il aura pas forcément le recul qu'il faut. Il faut faire de la veille, en fait. C'est essentiel de voir ce qui se passe, en fait. Connaître justement l'ennemi, connaître le terrain aux alentours. C'est quoi les nouvelles armes, c'est quoi les nouvelles menaces. Et à partir de ça, adapter son périmètre, les défenses qu'il peut avoir, pour essayer de limiter au maximum l'impact d'une cyberattaque. Alors, c'est quoi la cyberguerre, Cyril Elsen ? Alors, je vais rappeler, pour moi, le cybercrime, en fait, c'est ce que j'appelle les bandits de grand chemin et les mafias. Le rôle de la mafia, en fait, le but premier de la mafia, en fait, c'est de protéger les gens qu'elle rançonne pour pouvoir les rançonner longtemps. Donc ça, c'est du crime qui existe depuis qu'à mon avis le monde est monde. À savoir, tu vas être en sécurité, mais voilà, tu vas me payer une petite taxe, sinon ton magasin risque de brûler à la fin du mois. Donc en fait, le cybercrime fait en sorte que, je dirais que la personne qui est enceinte survive et le protège même. La cyberguerre, c'est différent. La cyberguerre, c'est je viens pour détruire et sans remédiation possible. Donc on a assisté à la cyberguerre, à mon avis, jusque les années 2013-2014. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelait des virus qui étaient des effaceurs, alors wiper, ils sont revenus récemment. Ils venaient pour effacer le disque et peu importe. On mettait la petite bombe, ça faisait joli parce que les geeks, ils ont toujours un goût douteux, mais sur les graphiques. Mais voilà. Après, ils se sont dit, bon, ça coûte cher quand même d'aller faire un virus qui passe de plus en plus les dates, donc on va essayer de se payer un peu. Et puis, on a commencé à faire les premiers ransomware, c'est-à-dire, j'ai pas fait quelque chose d'irréversible. Par contre, voilà, je vous ai mis ça dans une pièce et c'est moi qui ai la clé. Donc, si vous voulez avoir accès à vos données, donc à vos assets informationnels, faut me donner de l'argent et peut-être que je vous rendrai la clé. Donc ça, c'est devenu le cybercrime. Et depuis, on va dire début février 2022, nous sur les éléments de télémétrie, j'ai dit, putain, mais il y a des indices de compromission qui ressortent, mais s'ils sont 2013-2014, j'ai dit, mais c'est une antiquité. Et en fait, on a revu débarquer les wipers. Donc là, on est repassé du cybercrime à la cyberguerre. C'est-à-dire, je viens pour casser et je viens pas pour prendre du pognon. Je viens pour détruire. Et là, on n'est pas non plus sur des mafias, j'imagine. C'est toujours difficile, de s'exprimer publiquement sur qui a fait quoi, parce que là, c'est un sujet qui peut entraîner des conséquences juridiques. Moi, bon, j'ai eu l'occasion de saisir les autorités mi-mai sur le sujet en disant, nous, entreprises françaises, qui sommes là pour aider nos clients à se défendre, si effectivement il y a des attaques étatiques qui sont en cours,
faut pas se leurrer, on n'est vraiment pas armé pour se défendre contre les attaques étatiques cyber. Il faut savoir raison garder. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit peu appel aux autorités, de façon à ce que, au-delà des OIV et des OSE, on puisse aussi bénéficier de ce qu'on appelle les indicateurs de compromission couverts par le secret défense. C'est quand même 3 600 000 entreprises qui bénéficient pas de ces protections, et c'est en France, et ces entreprises font à peu près, de mémoire, chiffre du MEDES, un peu plus de 80% du PIB. Pour expliquer à nos auditeurs, ce que tu dis, c'est que nos autorités, l'État, possèdent des renseignements techniques, mais qui ne sont pas partagés avec la plupart des entreprises. Et toi, tu as milité pour le fait qu'il y ait une sorte de cohésion nationale sur ce point, c'est ça ? Eh ben ouais, c'est situation exceptionnelle, action exceptionnelle, et bien entendu qu'il faut que les États aient toujours 3 coups d'avance par rapport à tout le monde, et il faut garder les secrets défense, mais c'est pour ça que ça s'appelle, et tout le monde peut le comprendre. Par contre, quand en face de vous, vous avez quelqu'un qui a déclaré la guerre, s'il l'a déclaré physiquement, vous faites appel à votre armée, et puis elle va essayer de vous défendre. Mais s'il l'a déclaré sur le plan cyber, j'appelle qui ? L'entreprise, elle appelle qui ? Elle va appeler la gendarmerie. Les gendarmes, bon, il y a des cybergendarmes, mais en fait, ils peuvent pas vous défendre. Les cybergendarmes, ils vont être là peut-être pour enquêter une fois que vous avez pris le plan. Mais en plus, il y a une histoire de taille. Je veux dire, on n'a pas autant de cybergendarmes qu'il faudrait pour défendre. Et puis même, ça marcherait pas. C'est même pas un problème de volume. C'est aujourd'hui, on est dans un monde où, grosso modo, il faut se défendre par nous-mêmes. Et comme le disait Cyril Bras, la guerre se gagne par le renseignement. C'est-à-dire, il faut que je connaisse mon ennemi. Il faut que je sache qu'il est en train de préparer, grosso modo, quelles sont ses capacités. Et ceci se gagne également par la logistique. C'est-à-dire que pour faire voler un avion, 1 heure, il faut, je sais plus, des dizaines d'heures de maintenance. Cyril Bras. Oui, moi ce que j'aurais envie de dire pour compléter, c'est le partage d'informations, il est essentiel. Il faut qu'on arrête de se cacher avec le petit doigt. Oui, comme tu le disais, Cyril, il y a une partie de l'information qui relève du secret défense, ok, très bien, mais il y a une grosse partie qui n'en relève pas et qui permettrait à la plupart des entreprises qui ne sont pas préparées de faire face. C'est un peu pour ça qu'au niveau de Waller, on a mis en place la plateforme MISP qui nous permet de partager des IOC avec nos clients et nos partenaires. IOC, est-ce que tu peux préciser ? Indicateurs de compromission, donc des artefacts techniques qui permettent d'être des marqueurs, de dire tenez, cette adresse IP là elle est plutôt malveillante, ou bien si vous observez telle chaîne de caractères dans une URL ou tel nom de fichier sur votre serveur, c'est que votre serveur est compromis. Et moi ça me paraît essentiel de partager cette information là. Là on parle de la guerre, mais les criminels entre eux partagent l'information, ils partagent leur mode opératoire, les victimes qu'ils ont ciblées. Pourquoi on ferait pas pareil au niveau de la défense ? Pourquoi on l'ouvrirait pas de façon plus large ? Quelque part, ça obligerait les attaquants à faire des choses plus compliquées quelque part. C'est-à-dire que le tout venant qu'ils font à l'heure actuelle, qui marche très bien, marcherait beaucoup moins bien. Le temps passe. Je vous propose qu'on puisse conclure un petit peu. Chacun, évidemment, on aurait pu encore parler des heures. Eh bien, je vous propose de dire un petit mot de la fin. Cyril Bras. De temps en temps, regardez, les citations anciennes sont pas mal. C'est la citation latine civis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Pour moi, elle est essentielle. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est vraiment, on sera confronté à une cyberattaque. Ce qui fera la différence, c'est la capacité à se relever. Donc il faut mettre toutes les chances de notre côté, soit en partageant des informations et puis en bétonnant le mur d'enceinte correctement. Et être prêt, avoir les pompiers qui sont là pour éteindre le feu, avoir du ciment prêt pour pouvoir reboucher, c'est ce qui fera la différence. En tout cas, le métier de DSSI semble être un métier aussi de métaphore. Cyril Elsen, un petit mot de la fin. Alors moi, mon dada, c'est je veux garder le contrôle. Alors là, c'est reprendre le contrôle, c'est-à-dire reprendre le contrôle sur la technologie, sur mes données, sur la maîtrise de mon savoir-faire et sur la maîtrise du cycle de vie de l'information. Ça, c'est fondamental. En tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à cet épisode de podcast et pour cette discussion qui donne évidemment envie de prolonger un grand nombre de sujets. Je vous remercie infiniment pour ça et aux auditeurs, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci à vous. Merci. Merci.